Imagine que tu vives dans un endroit si froid que la première chose que tu fais chaque matin est de vérifier si quelqu'un a gelé pendant la nuit. Cet endroit s'appelle la Tchoukotka, une terre située à l'extrême nord-est de la Sibérie, à seulement quelques kilomètres de l'Alaska, mais séparée par les glaces et un isolement absolu. Ici, partager sa femme avec des invités n'est pas considéré comme une trahison, mais c'est la norme. La jalousie est perçue comme une faiblesse et une perte d'énergie. Manger de la viande crue n'est pas un choix, mais une nécessité pour survivre. Les maisons sont hermétiquement closes et dégagent une odeur forte, non pas parce qu'elles sont sales, mais pour survivre au milieu de la glace et de la faune sauvage. C'est la vie d'un peuple qui s'est si intensément adapté à son environnement rude que même un empire puissant a préféré autrefois battre en retraite plutôt que de poursuivre le combat. Et pour comprendre comment ils ont pu survivre dans un lieu où l'être humain ne devrait théoriquement pas exister, nous devons commencer par la Terre elle-même, celle qui a tout façonné. 1. La Terre qui tue les hommes sans couteau ni arme. La Tchoukotka se trouve à l'extrême nord-est de la Sibérie, l'une des régions les plus isolées et les plus rudes de la planète, où l'hiver ne dure pas seulement quelques mois, mais règne presque toute l'année. Les températures y descendent régulièrement sous les -50 degrés, assez pour geler les poumons en quelques minutes si l'on respire de manière incontrôlée, faisant de chaque sortie un pari sur la survie. Le sol est couvert de pergélisol presque toute l'année, ce qui rend impossible de creuser, de cultiver ou d'enterrer normalement les morts, forçant les gens à abandonner les dépouilles à la nature. La Tchoukotka n'est qu'à environ 80-90 km de l'Alaska, séparée par les eaux glacées du détroit de Bering. Mais la véritable distance ne réside pas dans la géographie, mais dans les conditions de vie que très peu d'humains peuvent endurer. En ce lieu, chaque respiration consomme de l'énergie, chaque pas est une épreuve physique, et la nature rappelle constamment qu'une seule petite erreur peut provoquer la mort plus rapidement que n'importe quel ennemi armé. 2. Pour vivre, il faut apprendre à détester la vie elle-même. En Tchoukotka, la nourriture n'a rien à voir avec le goût ou le plaisir, elle tourne autour d'une seule question. Comment ne pas geler? Les légumes sont quasi inexistants, la période de végétation est trop courte pour rendre la culture sensée. L'alimentation doit donc reposer presque exclusivement sur la viande crue ou mi-cuite, en particulier sur la graisse animale, une source d'énergie hautement concentrée qui aide le corps à contrer les températures négatives de plusieurs dizaines de degrés. Faire du feu n'est pas toujours possible, car le combustible est rare et le vent glacial peut tout éteindre en quelques minutes, faisant d'un repas chaud un luxe rare. Les tentes sont hermétiquement fermées, presque sans ventilation, non par ignorance, mais parce que la moindre perte de chaleur exposerait les occupants à la mort par le froid, tandis que l'air dense, saturé de fumée, de graisse, de peau d'animaux et d'odeurs corporelles, devient une couche protectrice invisible qui retient la chaleur, éloigne les insectes pendant les brèves périodes de dégel et déroute même les prédateurs comme les loups ou les ours. Sur cette terre, tout ce qui rebute les étrangers existe pour une seule raison. Si on le supprimait, les gens ne pourraient pas survivre. 3. Quand les larmes deviennent un luxe. Sur cette terre, les enfants ne sont pas élevés dans la protection, mais en étant confrontés dès leurs plus jeunes années au danger de mort. Car dans un environnement qui peut tomber sous les -50 degrés, le corps commence à se figer de manière irréversible après seulement quelques minutes d'exposition incontrôlée. Très tôt, ils apprennent à reconnaître les premiers signes d'hypothermie, comme les mains engourdies, les vertiges, les troubles cognitifs et l'épuisement. Car une mauvaise interprétation d'un seul signal peut signifier ne jamais revenir. La douleur n'est pas considérée comme une tragédie, mais comme un état à accepter. Car la panique ou les pleurs ne font qu'augmenter le rythme cardiaque, brûlent de l'énergie et précipitent le corps vers la mort. Les enfants apprennent à dormir avec la peau gercée, les douleurs cinglantes du froid, et à rester silencieux pour préserver chaque reste de force. Tous ne survivent pas à l'hiver, et cela est dit ouvertement, sans détour, sans consolation. La mort n'est pas vue comme une injustice, mais comme le résultat inévitable d'un environnement impitoyable où la communauté doit continuer d'avancer, même après des pertes silencieuses.
Dans cette réalité, les larmes sont perçues comme un gaspillage dangereux, les émotions sont contrôlées aussi strictement que le corps, et les humains ne peuvent survivre que s'ils apprennent à réprimer la peur, à dompter la douleur et à accepter que la survie est toujours plus importante que n'importe quel sentiment personnel. 4. La frontière terrifiante entre l'homme et l'animal. En ce lieu, les hommes n'ont jamais cru être au-dessus de la nature, car ils vivent dans un monde où chaque être vivant est considéré comme conscient, doué de mémoire et capable de vengeance. La chasse n'est pas simplement l'obtention de viande pour se nourrir, mais un échange existentiel où les hommes croient que la nature répondra par la faim, les accidents ou une mort inattendue en cas de manque de respect. Les rennes ne sont pas seulement des moyens de transport ou une source de nourriture, mais aussi des êtres vivants dotés d'une âme. Chaque partie d'eux doit être utilisée avec soin, car le gaspillage est une insulte à l'ordre naturel. Les loups ne sont pas vus comme de simples ennemis, mais comme un reflet de l'homme lui-même, vivant en meute, endurant le froid et chassant avec une discipline de fer. Les tuer sans raison est considéré comme un malheur à tirer sur soi-même. Pour les espèces plus grandes, comme les baleines, la chasse s'accompagne même de rituels, de chants et de mouvements précis, car on croit que l'esprit de l'animal peut, en cas d'erreur, porter malheur à toute la communauté. Dans ce monde, la nature ne se tait pas, elle n'est pas neutre, et l'homme ne peut survivre que s'il est constamment conscient de marcher sur une ligne étroite où un seul acte erroné suffit à détruire le fragile équilibre entre survie et anéantissement. 4. La frontière terrifiante entre l'homme et l'animal. En ce lieu, les hommes n'ont jamais cru être au-dessus de la nature, car ils vivent dans un monde où chaque être vivant est considéré comme conscient, doué de mémoire et capable de vengeance. La chasse n'est pas simplement l'obtention de viande pour se nourrir, mais un échange existentiel où les hommes croient que la nature répondra par la faim, les accidents ou une mort inattendue en cas de manque de respect. Les rennes ne sont pas seulement des moyens de transport ou une source de nourriture, mais aussi des êtres vivants dotés d'une âme. Chaque partie d'eux doit être utilisée avec soin, car le gaspillage est une insulte à l'ordre naturel. Les loups ne sont pas vus comme de simples ennemis, mais comme un reflet de l'homme lui-même, vivant en meute, endurant le froid et chassant avec une discipline de fer. Les tuer sans raison est considéré comme un malheur à tirer sur soi-même. Pour les espèces plus grandes, comme les baleines, la chasse s'accompagne même de rituels, de chants et de mouvements précis, car on croit que l'esprit de l'animal peut, en cas d'erreur, porter malheur à toute la communauté. Dans ce monde, la nature ne se tait pas, elle n'est pas neutre, et l'homme ne peut survivre que s'il est constamment conscient de marcher sur une ligne étroite, où un seul acte erroné suffit à détruire le fragile équilibre entre survie et anéantissement. 6. La décision la plus cruelle pour sauver la majorité. Dans un environnement qui ne tolère aucune erreur persistante, laisser derrière soi les plus faibles n'est pas considéré comme une trahison, mais comme un choix nécessaire pour que le groupe entier ne périsse pas. Si quelqu'un est gravement blessé, malade de longue durée ou incapable de suivre le rythme du groupe en déplacement, sa présence signifie une consommation supplémentaire de nourriture, un ralentissement et le rapprochement de toute la communauté vers le seuil de l'extinction. La décision de se séparer de cette personne ne se fait pas dans la panique ou la violence, mais avec l'acceptation froide que si le groupe ne survit pas, il ne restera plus personne. Parfois, c'est la personne laissée pour compte elle-même qui s'exprime, non par désespoir, mais par une compréhension claire de l'arithmétique de survie qu'impose cette terre. Ici, il est jugé plus cruel de prolonger à tout prix la vie d'un individu que d'en accepter la fin, car cela menace directement la vie de tous les autres. 7. Le peuple qui força tout un empire à battre en retraite. C'est ce mode de vie, forgé par la glace, qui a fait d'eux un adversaire devant lequel même l'Empire russe a dû reculer. Lorsque les troupes, dotées d'une discipline et d'armes supérieures, avancèrent sur cette terre, elles réalisèrent rapidement que la force ordinaire était inutile face à des hommes habitués à vivre dans le froid, la faim et la mort. Les attaques ne suivaient pas de règles, mais éclataient soudainement au milieu des tempêtes de neige, dans l'obscurité et dans des endroits où chaque pas pouvait déjà coûter la vie aux étrangers par épuisement. Le froid,
autrefois l'ennemi des envahisseurs, devint l'allié des autochtones, rongeant la force physique, mentale et la volonté de combattre de l'adversaire avant même que les armes ne puissent agir. Finalement, le coût de la poursuite de la conquête de cette terre devint trop élevé, forçant un empire peu habitué aux retraites à faire marche arrière, non par manque d'ambition, mais par la compréhension qu'une confrontation ici équivaudrait à un suicide. 8. Survivre à tout prix ou se perdre soi-même. L'histoire se conclut sur une vérité difficile à digérer. En ce lieu, la survie n'a jamais été une question de morale, mais un calcul froid entre la vie et la mort. Toutes les règles, de la nourriture à l'éducation des enfants, des relations conjugales au délaissement des plus faibles, n'ont pas été créées pour rendre les hommes meilleurs, mais pour aider la communauté à survivre à un hiver de plus. Ce que le monde extérieur qualifie de cruel, d'inhumain ou d'inacceptable est ici le résultat de siècles d'adaptation à un environnement impitoyable. Et face à cette réalité, la question n'est plus de savoir s'ils ont raison ou tort, mais si nous, placés dans la même situation, aurions le courage de prendre des décisions similaires, ou si nous nous effondrerions tout en nous accrochant encore à des valeurs que cette terre glacée n'a jamais laissé exister.